Salut. Salut. Fait chaud, hein. Ah, j'en peux plus. On fait quoi là? Le 4ème épisode de mon équipe Pokémon. T'as choisi un Pokémon de type eau, j'espère? Ou bien un type glace, genre un Pokémon de piscine, un glaçon, un congélo? J'ai pris Camerupt. Camerupt? Ouais. Oh putain. Apparu pour la première fois dans les jeux Ruby et Saphir sortis en 2003 au Japon, Camerupt est l'un des 135 Pokémon de la 3ème génération de la licence. Relativement oublié par les fans, il est absent du top 30 de sa génération au classement du Pokémon de l'année 2020 et est même hors du top 250 au classement global. Et ça, c'est pas normal, ok? Parce que moi je l'aime trop. Et les gens ils votent même pas pour lui. C'est trop injuste. C'est bon, t'as fini? Oui, c'est bon, j'ai fini. Alors, rien qu'en jetant un œil à l'apparence et à l'étymologie de ce Pokémon, on repère assez facilement la dualité de Camerupt. Si c'est pas clair, son nom français provient de Camélus, le genre animalier des chameaux, et d'éruption. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler chameaux et volcans, et on commence tout de suite avec nos amis à deux bosses. Camerupt est basé sur le chameau. Tu l'as déjà dit, hein? Oui, mais ce que j'ai pas dit, c'est qu'il est directement inspiré du chameau de Bactriane. Également appelé chameau à deux bosses, ou tout simplement chameau, il se distingue du chameau d'Arabie, appelé lui chameau à une bosse ou encore dromadaire. Il possède une carrure assez imposante, mesurant près de 2 mètres au garrot en moyenne, 2,50 m en comptant les bosses, pour un poids allant généralement de 450 à 500 kg. Bon, à première vue, lui et Camerupt, bien que corpulents, ne passent pas forcément pour les êtres les plus robustes au monde. Et pourtant, on ne les retrouve que dans des zones géographiques fortement inhospitalières. Natif des steppes et des territoires arides d'Asie centrale, le chameau est une espèce répandue sur tout le continent. En effet, on peut le rencontrer de la Turquie à la Chine, en passant par le Kazakhstan ou encore la Mongolie, entre autres, pour un total de 700 000 à 2 millions d'individus. Ceux-ci, à l'état sauvage, vivent en troupeaux de 5 à 20 têtes. Non sédentaires, ils migrent d'habitat en habitat, alternant entre les massifs montagneux, les déserts arides, les plaines rocheuses et les montagnes et cratères volcaniques pour ce qui est des Camerupts. Alors évidemment, les conditions de vie dans ces biotopes sont tout à fait extrêmes, avec en plus des terrains accidentés, des températures variant de -40 à +40 degrés. Et un peu plus pour les volcans, évidemment. Ah ouais, c'est plus des conditions de vie, c'est des conditions de survie. En effet. Et justement, comment les chameaux et les Camerupts parviennent à survivre dans des environnements aussi hostiles? Eh bien, ils sont dotés d'un pelage épais et dense, constitué de poils de 7 à 30 cm de long, qui les protègent à la fois du froid et de la chaleur. Pour cause, ces poils creux à l'intérieur confèrent au pelage une très faible conductivité thermique, leur permettant ainsi de maintenir leur température interne en toutes circonstances. Mieux encore, la robe de Camerupt est décrite comme une armure magma qui le rend tout bonnement invulnérable au gel. Cependant, lorsque l'on vit dans les environnements qu'affectionnent les chameaux et les Camerupts, les problèmes ne se limitent pas à la température. En effet, au sein de ces habitats, les sources de nourriture ne sont que très limitées. Ainsi, ils doivent se contenter d'une alimentation rudimentaire, peu nutritive et difficilement accessible. Aucun problème pour ces camélidés qui profitent de leurs lèvres charnues et particulièrement dures pour ingérer toutes sortes de plantes s'offrant à eux. Et s'ils ne trouvent vraiment rien à se mettre sous la dent, ils n'ont aucun scrupule à manger la peau et les os d'autres animaux. Mais quand même, avec si peu à manger, ils peuvent pas survivre bien longtemps, si? Eh ben, sur le papier, non, mais dans la pratique, si. Comment ça? Eh bien, s'ils peuvent survivre, c'est grâce à leur très grosse paire De couilles? de bosses. En effet, constituées d'amas de graisse, jusqu'à 23 kg, elles sont en réalité de véritables réserves d'énergie dans lesquelles les chameaux peuvent puiser en cas de jeûne prolongé. Mais attends, je pensais que les bosses des chameaux c'était des réserves d'eau. Non, c'est juste une idée reçue. Mais donc du coup, comment ils font pour rester hydratés en plein désert? Bah, ils font le plein. Et oui, quand ils ont soif, ils peuvent boire jusqu'à 120 litres d'eau en seulement quelques minutes. Et ensuite, ils résistent extrêmement bien à la déshydratation, puisqu'ils peuvent perdre jusqu'à 40% de leur eau sans mourir. Ah ouais. Eh mais au fait, je viens de capter un truc. Tout à l'heure t'as dit qu'ils vivent en troupeau à l'état sauvage, mais ils sont pas domestiqués plutôt? En effet, c'est une très bonne remarque. Et c'est pourquoi on va désormais s'intéresser au rapport entre les chameaux et les humains. Les rapports sociaux, hein, pas les rapports... On se comprend. Non, parce que bon, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Selon les sources, les premières traces de collaboration entre chameaux et humains remonteraient au 7e, 6e ou 5e millénaire avant notre ère. Au fil du temps, les chameaux ont été domestiqués pour plusieurs raisons, comme pour la récolte de leur laine, de leur lait et parfois de leur viande. Plus généralement, ils sont utilisés en tant que monture pour traverser les déserts, comme c'était le cas le long de la route de la soie, sur laquelle ils étaient le principal moyen de locomotion. Pour cause, ils peuvent parcourir jusqu'à 100 km par jour en se déplaçant à 11 km/h en moyenne. Cependant, leur principale utilisation est en tant qu'animal à bas.
En effet, très endurants, ils peuvent marcher jusqu'à 40 km par jour en supportant une charge de 300 kg, le tout dans des conditions extrêmes sans souffrir ni de la faim ni de la soif. Ah ouais, donc pour le trajet et les transports, ils sont super cool en fait. Ouais, mais c'est pas toujours facile, puisqu'ils font souvent preuve d'un comportement, disons, aléatoire. Pour ce qui est des caméruptes, ils sont généralement considérés comme des Pokémon placides, doux et calmes. Cependant, ils peuvent se montrer excessivement têtus et avoir très mauvais caractère, n'en faisant alors qu'à leur tête. Et s'ils ont le malheur de recevoir un coup au visage, volontaire ou non, ils entrent dans une colère noire et incontrôlée au cours de laquelle ils détruisent tout sur leur passage, causant des dégâts considérables. Ah ouais, pas cool. N'est-ce pas? Et en ce qui concerne les chameaux, c'est pas forcément mieux. En effet, même s'ils peuvent être doux, intelligents et fidèles, ils ont tendance à se montrer apathiques et obstinés, et même à faire preuve de méchanceté en crachant non pas de la salive, mais des sucs de rumination. Sympa. Ouais, et encore, ça c'est rien comparé à leur attitude pendant la période de rut, que je vais pas détailler pour des raisons principalement psychologiques. Le bon truc à savoir, c'est que les petits des chameaux, on les appelle les chamelons. Et ça c'est drôle. Y'a quelque chose qui va pas? Bah c'est intéressant tout ça, mais tu parles que de chameaux, alors qu'au début de la vidéo, t'as dit qu'on allait parler aussi des volcans. Ils sont où les volcans? Mais... j'y viens? On l'a bien compris, Camérupt est un chameau à deux bosses. Cependant, une légère spécificité le distingue de nos camélidés. En effet, ces bosses sont en réalité des cheminées volcaniques et son corps contient de la lave en fusion, avec un magma à 10 000 degrés qui coule dans ses veines, qu'il expulse sous forme d'éruption. C'est une légère différence ça? Oui. Ainsi, les caméruptes vivent dans les montagnes et les cratères volcaniques, non seulement car ils s'y plaisent et qu'ils y sont adaptés, mais également car ils sont eux-mêmes des volcans. Ce qui explique pourquoi ce Pokémon est très robuste et extrêmement lent. Bah ouais, vous avez déjà vu un volcan courir vous? Je crois pas, non? Ok, donc c'est des chameaux volcans. Mais c'est quoi un volcan en fait? Alors, un volcan, c'est une structure géologique, une montagne, de laquelle s'échappe tout un tas de choses sous forme d'éruption et qui est composée de différents éléments. Une chambre magmatique, le réservoir de magma, situé entre 10 et 50 km de profondeur, une cheminée volcanique, le conduit par lequel remonte le magma en cas d'éruption, un cratère ou une caldeira, l'extrémité de la cheminée volcanique, et parfois une ou plusieurs cheminées volcaniques secondaires. J'ai une question. Oui. C'est pas pareil le magma et la lave? Alors, pour faire simple, le magma c'est la roche en fusion que l'on trouve sous terre, et la lave c'est le magma refroidi qui remonte en surface. De manière générale, et en simplifiant beaucoup, on peut regrouper les volcans en deux grandes catégories. Les volcans boucliers, au diamètre nettement supérieur à la hauteur et dont les laves sont fluides car pauvres en silice, et les stratovolcans, au diamètre plutôt équilibré avec la hauteur et dont les laves sont riches en silice et donc visqueuses. À partir de là, on peut différencier plusieurs types d'éruptions. Tout d'abord, une lave fluide et qui contient peu de gaz s'échappe du volcan sous forme de coulée. Ensuite, une lave fluide contenant beaucoup de gaz est expulsée du volcan sous forme de violentes fontaines. En revanche, une lave visqueuse mais pauvre en gaz s'écoule lentement à la surface du cratère, formant ainsi d'énormes dômes. Et enfin, une lave visqueuse et riche en gaz engendre de grosses éruptions explosives, projetant d'importantes quantités de cendres volcaniques. Et Camérupt dans tout ça? Alors déjà, en jetant un œil au diamètre et à la hauteur de ces bosses, on peut affirmer sans trop de soucis que ce sont des stratovolcans. Ensuite, si l'on en croit le Pokédex et que l'on observe ses captures vidéo, on voit que les éruptions que produit Camérupt sont explosives, alternant entre les fontaines de lave et les expulsions de nuées ardentes, ce qui indique une lave riche en gaz et dont la viscosité varie au cours du temps. Eh oui, il y a de la science dans Pokémon. Mais d'ailleurs, on en parle depuis tout à l'heure, mais comment ça se déclenche une éruption? Une éruption se déclare lorsque du magma en provenance du manteau terrestre arrive dans la chambre magmatique du volcan. Cet événement provoque la libération de gaz volcaniques qui mettent la chambre sous pression, provoquant de très légers séismes sous le volcan. Par la suite, celui-ci gonfle, le magma continue sa remontée vers la cheminée volcanique, expulse du gaz et remonte encore jusqu'à parvenir au cratère du volcan, occasionnant alors une série de phénomènes qui dureront entre plusieurs heures et plusieurs années. Dès lors, malgré les iconiques coulées de lave se déplaçant jusqu'à 50 km/h, les cendres volcaniques stérilisant les terres, les gaz asphyxiant les populations ou encore les séismes et tsunamis suivant les éruptions, le plus grand danger est représenté par les nuées ardentes. En effet, dévalant les pentes des volcans à plusieurs centaines de kilomètres par heure sous forme de nuages à 600 degrés, et ce sur plusieurs kilomètres, elles sont tout bonnement impitoyables. Pour preuve, l'éruption de la montagne Pelée en 1902 qui rasa entièrement la ville de Saint-Pierre, ne laissant que 3 survivants sur les 30 000 habitants de la commune. Ah ouais, quand même. Et ça arrive souvent les éruptions? Eh ben, ça dépend. Et ça dépend tellement qu'une classification a été mise en place. Ainsi, on qualifie d'éteints les volcans inactifs depuis plus de 10 000 ans.
Ceux dont la dernière éruption remonte à il y a entre 10 000 et quelques centaines d'années sont désignés comme endormis, et les autres sont tout simplement appelés des volcans actifs. Et vous le voyez peut-être venir, mais cette variation de comportement, on la retrouve aussi chez les caméruptes. En effet, il est dit que les volcans de ce Pokémon entrent en éruption tous les 10 ans sans qu'on ne sache pourquoi, mais également à chaque fois qu'ils se mettent en colère. Ouais, petite différence au niveau de la fréquence. Dès lors, au cours de sa vie, un camérupte passe par ces différents états. Tantôt calme, endormi, inoffensif, et tantôt colérique, violent et dangereux, de manière prévisible ou non, ne devenant finalement réellement inactif qu'après avoir rendu son dernier souffle. Ainsi, caméruptes et volcans représentent une menace constante pour les quelques 600 millions de personnes les côtoyant, de par leur imprévisibilité, leur violence et les terribles conséquences de leurs éruptions. Cependant, cela n'empêche pas ces populations de bénéficier de la présence de ces bouillonnantes entités, profitant de leur nature pour l'exploitation de l'énergie géothermique, la récolte de matériaux de construction, ou encore l'utilisation des sols volcaniques très fertiles qui permettent de nourrir 350 millions de personnes dans le monde. Finalement, cette dualité et ce mariage entre danger et refuge leur a conféré un statut de divinité, étant à la fois loués pour leur aide précieuse au niveau de la vie et craints pour les nombreuses morts qu'ils provoquent, leurs éruptions allant même jusqu'à être considérées comme les manifestations de la colère des dieux. Attends, c'est ça ta conclusion? De quoi? Ce chameau-là, la manifestation de la colère des dieux? Bah ouais. Eh bah putain. Bah je t'emmerde. C'est la fin de ce 4e épisode de mon équipe Pokémon dédié à Camerupt. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, et si c'est le cas, faites-le moi savoir en laissant un like, un commentaire et en partageant la vidéo à vos amis. Pensez aussi à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, nous, on se retrouve dans 3 semaines pour une prochaine vidéo. C'était l'Explorator. À plus tard.